Ben, bonjour tout le monde. Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous enseigner la section 3.2. Donc, c'est la section 3.2 du livre Physique et Sexy, tome A, mécanique. Donc, la section qui s'appelle l'énergie potentielle élastique d'un ressort idéal. Euh, Juste avant de se lancer comme tel dans la section 3.2, juste faire un mini rappel de ce qu'on a vu la dernière fois, la section 1.1. Donc, en gros, ce qu'on avait vu, c'est ce qu'on appelle le théorème de l'énergie cinétique, qui dit tout simplement que l'énergie cinétique finale d'un objet, c'est égal à l'énergie cinétique qu'il possède là, initialement, plus le travail total qu'on effectue sur cet objet-là. Juste rappeler que l'énergie cinétique, là, c'est une énergie qui dépend de la vitesse d'un objet. C'est 1/2 fois la masse de l'objet fois sa vitesse au carré. Donc on comprend que plus qu'un objet se déplace rapidement, plus que une grande quantité d'énergie cinétique associée. Et comment on fait pour faire varier l'énergie cinétique d'un objet? C'est par l'intermédiaire du travail. Donc, quand on effectue un travail sur un objet, on va venir modifier son énergie cinétique. Okay? Le travail qu'on fait sur un objet, ça peut être un travail positif, dans quel cas on va augmenter son énergie cinétique, mais ça peut être un travail négatif aussi. Donc, dans ce cas-là, on va voler de l'énergie ou retirer de l'énergie à notre objet. Ça va lui donner une énergie cinétique finale plus petite que son énergie cinétique initiale, donc ça va, en d'autres mots, le ralentir, le faire aller moins vite. Okay? Comment on fait pour calculer le travail qu'on applique sur un objet? Pour faire un travail sur un objet, on n'a pas le choix, là, on va toujours faire la même chose, c'est qu'on va appliquer une force sur un objet, et la façon de calculer le travail, c'est le produit scalaire là, du vecteur force multiplié avec le vecteur déplacement. Mathématiquement, on peut le faire comme ça, c'est le produit scalaire de la force et du déplacement, mais ça revient au même que de dire que c'est le module du vecteur force multiplié par le module du vecteur déplacement et multiplié par le cosinus de l'angle qu'on appelle θ fs. L'angle θ fs, ce serait l'angle ici, c'est l'angle qu'il y a entre le vecteur force et le vecteur déplacement. Okay. Voilà. Donc, c'est ce qu'on a vu la dernière fois, okay, à la section 3.1. Et maintenant, dans la section 3.2, on va se concentrer spécifiquement sur les ressorts. Puis on va essayer de découvrir ensemble c'est quoi le travail qui est fait par un ressort dans une situation. On va comparer deux situations. Okay, j'ai coupé l'écran en deux. On va comparer deux situations. Dans la situation en haut, on imagine qu'on a un bloc qui est posé sur une surface horizontale. Et on attache une corde après ce bloc-là, et nous, on va tirer sur la corde avec une certaine force, qu'on va appeler une certaine tension. Et comme on va tirer le bloc vers la droite, ce qui va arriver, c'est que le bloc va se mettre à se déplacer vers la droite. Donc, il va avoir là, probablement une certaine accélération vers la droite, et il va se déplacer. Okay? Donc, si on applique une force de tension vers la droite, et que le bloc va se déplacer d'une certaine distance, ou d'un certain déplacement vers la droite, si on applique là, si on voulait trouver c'est quoi le travail que la tension va faire sur notre bloc, puis qu'on applique la définition du travail, on dit que le travail c'est le vecteur force multiplié par le vecteur déplacement, ce qui revient à dire là, le module de la force fois le module du déplacement fois le cos de l'angle qui est entre les deux. Donc le module de notre force c'est la tension T, un certain nombre de newtons qu'on connaît pas vraiment, c'est juste une variable. Multiplié par le vecteur, la norme du vecteur déplacement, donc un certain nombre de mètres, okay, multiplié par l'angle qu'il y a entre les deux. Mais comme que la tension pointe vers la droite et le déplacement aussi pointe vers la droite, l'angle entre deux vecteurs qui pointent dans la même direction, c'est 0 degré, cos de 0 degré, ça donne 1. Donc, dans cet exemple-là, on pourrait calculer donc que le travail qui est fait par notre force de tension sur notre bloc, pendant qu'il se déplace d'un certain déplacement S, ce serait tout simplement T fois S fois 1, donc T fois S. Okay. Ça, c'est correct. C'est ce qu'on a vu à la section 3.1. Maintenant, si je vous demandais, on a notre bloc, mais au lieu de le tirer avec une corde vers la droite, c'est pas ça qu'on va faire. On va plutôt utiliser un ressort pour pousser notre bloc vers la droite. Pour être capable de pousser un bloc vers la droite avec un ressort, on comprend que le ressort ici, là, bien évidemment, il n'est pas à sa longueur naturelle. C'est un ressort qui avait une longueur naturelle plus grande. Okay? Ce qu'on a fait, c'est que on imagine qu'on a appuyé le bloc contre le ressort, on a poussé dessus, on a comprimé le ressort. Là. Donc, dans le dessin que vous voyez à l'écran, le ressort ici, il est comprimé. Donc, comme il est comprimé, il va
exercer une certaine force vers la droite, le ressort il va essayer de se décomprimer, il va essayer de retrouver sa longueur naturelle. Donc en ce moment, le ressort il exerce une certaine force vers la droite que j'ai appelée FR. Okay. Et là, si on se demandait, c'est quoi le travail qui est fait par le ressort quand le bloc va se déplacer vers la droite d'un certain déplacement S, qui serait le même déplacement qu'ici? Ben, on pourrait être tenté de dire que c'est, bon, produit scalaire là, de la force fois le déplacement, donc F fois S fois le cos de l'angle qui entre les deux. Donc on dirait que c'est la force du ressort fois le module du déplacement, S fois le cos de l'angle qui est encore une fois ici 0, puisque nos deux vecteurs pointent vers la droite. Donc si on regarde ce qu'on a en haut et ce qu'on a en bas, ben, c'est presque la même chose. Hein? La différence, c'est qu'ici, on a une force qui s'appelle la tension. Ici, on a une force qui s'appelle la force du ressort. Est-ce que vous pensez que c'est correct de faire ça ici? Okay. Ben, c'est pas tout à fait correct. Okay? La grosse différence majeure qu'il y a entre la situation d'en haut et la situation d'en bas, les deux se ressemblent beaucoup, ça on est d'accord. La différence majeure, c'est que en haut, la force de tension qu'on applique sur le bloc, ça se pourrait que ce soit une force qui est constante. Si on dit, moi je prends une corde, j'applique une force de 100 newtons sur ma corde, et voilà, je tire mon bloc, la force de tension va rester la même tout le temps. Sauf que dans la situation ici, on peut pas dire juste ça comme ça, parce que la force que le ressort va exercer sur notre bloc, ça ne sera pas une force constante. Okay. Donc, si vous vous rappelez du chapitre 2, on a vu que la force qui s'exerce, la force qui est exercée par un ressort, c'est une certaine constante de rappel multipliée par l'étirement. Donc, ce qui va arriver ici, c'est que si on laisse les objets se déplacer, comme je disais, là, si on regarde en haut, pour la tension, ça, il n'y a pas de problème. La tension, elle va rester la même tout au long du déplacement. Donc, le vecteur tension, il y aura la même longueur tout le temps, la même norme. Fait que la tension peut être constante. Par contre, ce qui va arriver, c'est que notre ressort ici est comprimé, puis qu'on le laisse reprendre, on le laisse là, se décomprimer, mais au fur et à mesure que le ressort va se diriger vers sa longueur naturelle, son étirement va être moins grand, donc la force va diminuer. Donc je l'ai animé un peu ici, c'est pas super beau, mais en tout cas, vous voyez que le module de la force du ressort va diminuer. Donc la force FR ici, elle sera pas constante. Fait que si la force FR est pas constante, on peut pas juste dire que c'est FR fois le déplacement, parce que FR, c'est pas une constante, c'est quelque chose qui va changer continuellement. C'est tout là qu'arrive le problème, la difficulté à calculer correctement le travail qui est effectué par un ressort. Mais c'est pas grave, vous allez voir, on va trouver comment faire, là, on va tout expliquer comment faire ça dans la section 3.2. C'est juste pour vous montrer là, tout de suite en partant que ce sera pas aussi simple que ce qu'on a vu à la section 3.1 pour une force constante, parce que, bon, malheureusement, là, une force exercée par un ressort, c'est pas une force qui est constante. Okay. Quand on a une force constante, c'est facile. Là, si on avait, disons, là, un graphique, on applique une certaine force, par exemple notre force de tension. Ici, là, si on avait une force en fonction de la position qui était tout le temps la même, donc une force constante, là, c'est vrai qu'on pourrait dire que le travail qui est effectué par cette force-là, ce serait juste là, le module de la force multiplié par le déplacement. Okay. Sauf que si la force n'est pas constante, comme dans le cas du ressort ici, là, qui va se changer de longueur, donc changer de force, on pourrait avoir un certain graphique quelconque, dépendamment du système qu'on a, ça pourrait être un ressort, ça pourrait être un autre système un peu plus compliqué qu'on pourrait imaginer, mais en général, ce qui va arriver, c'est que le graphique de la force en fonction de la position, ce ne sera pas quelque chose qui va être constant, qui va être constant. Même si ce n'est pas quelque chose qui est constant, ce qui est vrai quand même, c'est que le travail qui va être exercé par ce système-là, ça correspondrait à ce qu'on appelle l'aire sous la courbe du graphique de la force en fonction de la position. Dans ce cas-ci, si le graphique de force en fonction de la position ressemble à une espèce de ligne courbée là, comme ça, ben, le travail, ce serait l'équivalent de la zone que vous avez ici assurée, là, donc l'aire sous la courbe en dessous là, de la courbe de notre force en fonction du déplacement. Peut-être que certains d'entre vous savez déjà comment faire ça, ceux qui ont fait le cours là, de calcul intégral, mathématiques NYB. Si vous l'avez déjà fait, tant mieux. Vous comprenez qu'effectivement, quand on calcule une intégrale, ça donne l'aire sous la courbe. Donc, on pourrait calculer l'intégrale de la force en fonction du déplacement. On pourrait faire une intégrale bornée là, entre la position initiale et la position finale. Ça nous donnerait l'aire sous la courbe, donc ça nous donnerait la valeur du travail. Okay. Bon, oui, on pourrait faire ça fonctionnerait. Okay. Ça, c'est ce qu'il faudrait faire de manière générale. Mais vous allez voir que
pour un système bloc-ressort, en fait pour un ressort là, qui change de longueur, le graphique de la force en fonction du déplacement, en fonction de la position, il n'est pas si complexe que ça. Okay, vous allez voir, là, c'est ce qu'on va regarder maintenant. Vous allez voir que finalement le graphique va être seulement une ligne droite. Puis comme que le graphique est seulement une ligne droite, inquiétez-vous pas, vous allez voir, on n'aura pas besoin de faire d'intégrale. Ça va juste résumer à quelque chose qui va juste être l'air d'un trapèze finalement. L'air d'un trapèze, on a une formule géométrique qui permet de le calculer facilement. Fait qu'on n'aura pas besoin de faire d'intégrale dans la section 3.2. Ne vous inquiétez pas. Fait que comment on peut résoudre ça? Justement, comment on va analyser ça comme il faut, que vous allez voir qu'on va éviter de faire des intégrales. Parce que dans le chapitre 2, on a déjà vu que la force qui est exercée par un ressort, okay, ça respecte ce qu'on appelle la loi de Hooke, et ça dit que la force exercée par un ressort, c'est égal à la constante de rappel du ressort fois la valeur absolue de l'étirement. L'étirement étant la différence qu'il y a entre la longueur actuelle du ressort et sa longueur naturelle. La longueur du ressort peut parfois être plus grande ou plus petite que la longueur naturelle. Donc ça dépend si notre ressort est étiré ou comprimé. Qu'il soit étiré ou comprimé, ça ne change pas grand-chose parce que quand on calcule la force que le ressort exerce, on met l'étirement en valeur absolue. Ce qu'il faut se rappeler, c'est que cette formule-là, la loi de Hooke, qu'on a vu là, au chapitre 2, c'est pas un vecteur, hein, vous voyez, c'est juste le module. Fait que ça nous permet seulement de calculer le module de la force exercée par le ressort. Après ça, c'est à nous de regarder notre schéma puis à se poser la question, notre ressort, là, oui, ok, il va exercer une force d'un certain module qu'on peut calculer. Fait qu'on va savoir combien de newtons il va exercer, mais il faut se poser la question, notre ressort, comment il est physiquement? Est-ce qu'il est étiré ou est-ce qu'il est comprimé? Puis on sait que, comment ça fonctionne, c'est qu'un ressort a toujours tendance il va toujours exercer une force pour revenir à sa longueur naturelle. Donc si on suppose qu'on a un ressort ici, qui est à sa longueur naturelle. Si on prend ce ressort-là puis qu'on l'étire, ben là, le ressort, à ce moment-là, il va exercer une force vers la gauche dans ce cas-ci parce qu'il va essayer de revenir à sa longueur naturelle. Alors que si on fait le contraire, si on le prend ici, à partir de sa longueur naturelle, puis qu'à la place, on le comprime, donc si notre ressort est comprimé, ben là, dans ce cas-ci, il va exercer une force vers la droite parce qu'il essaie justement de revenir à sa longueur naturelle. Okay. Donc notre but, ce qu'on est en train de faire en ce moment, c'est d'essayer de tracer le graphique de la force en fonction de la position. La façon la plus simple de l'obtenir, c'est que, imaginons un système comme ça. On a un ressort là, qui est posé, qui est installé là, horizontalement le long d'un axe X, par exemple. Le ressort a une certaine longueur naturelle. Si on imagine qu'on a un bloc qui est attaché après le ressort, là, qui est situé à la position x égale à 0, donc à l'origine d'un système d'axe, cette équation-là, on peut l'écrire là, sous cette forme-là. On pourrait dire, là, si on a un ressort qui est juste horizontal, ça revient à dire que la composante en x de la force qui est exercée par notre ressort va être égale à moins la constante de rappel fois la position x. La position x, c'est la position à laquelle notre bloc va se trouver. Okay? Par exemple, si le bloc se trouve à la position x égale à 0, mais quand le bloc est à la position x égale à 0, c'est le cas où notre ressort est à sa longueur naturelle, donc il n'est pas étiré, il n'est pas comprimé, il va donc exercer aucune force. Okay? Fait que si on remplace x égale à 0 ici, ça donne une force qui est égale à 0, tout simplement. Si notre ressort est, si le bloc est à une certaine position x qui est plus grande que 0, que mettons x est égal à 1 mètre, 2 mètres, 3 mètres, peu importe. Fait que si on a une valeur de x positive, on comprend que la force qui va être exercée par notre ressort va être négative. Dans la force, le module de la force va être égal à l'étirement, valeur absolue de l'étirement fois la constante de rappel, donc un certain nombre de newtons. Mais comme ce certain nombre de newtons-là va être dirigé vers la gauche, donc dans le sens contraire de l'axe x, ça va être quelque chose qui est négatif. C'est pour ça qu'il faut mettre le signe moins ici. Fait que dès qu'on a notre bloc dans une valeur positive de x, ça va faire une force fx qui va être négative. Et évidemment, inversement, si on comprime notre ressort, donc la position x du bloc va être plus petite que 0, une position x négative, et on voit que dès que notre bloc va être dans une position x négative, la force que le ressort va exercer va être une force qui va être dirigée vers la droite, donc dans le même sens que l'axe x. Ça va être une force positive. Et encore une fois, avec cette formule-là, ça fonctionne bien, parce que si on remplace x par une valeur négative, ben, quelque chose de négatif fois moins k va donner une valeur qui est positive. Okay. Fait que c'est juste de vous montrer que cette équation-là ici, dans le cas particulier là, où on a un ressort qui est situé le long de l'axe X, on peut l'écrire comme ça.
Okay? Et cette équation-là, c'est ce qu'on cherchait, c'est l'équation qui nous donne la force en fonction de la position. Donc la force en fonction de la position, pour un ressort comme ça, c'est juste moins kx. Moins kx, si on trace un graphique de ça, qu'est-ce que ça va donner? Ça va tout simplement donner le graphique d'une droite décroissante, okay? Une droite qui est avec une pente négative. À x égale à 0, ça vaut 0. Quand on est dans les x positifs, la force est négative. Puis quand on est dans les x négatifs, la force, elle est positive. Okay? Ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est que le travail qui va être exercé par notre ressort, là, si le ressort passe de la position XI à la position XF, le travail qui va être exercé par le ressort là, pendant qu'on effectue ce déplacement-là, ça va correspondre à l'aire sous la courbe de notre graphique de la force en fonction de la position. Le graphique de la force en fonction de la position, c'est juste une ligne droite avec une pente décroissante. Fait que c'est sûr que si on prend une position initiale qu'on appelle XI et une position finale qu'on appelle XF. Peu importe sont placés où là, ces valeurs de XI et de XF là, on comprend que l'aire sous la courbe va toujours donner une forme qui va ressembler à un trapèze. Okay? Et l'aire d'un trapèze, pour calculer ça, on n'a pas besoin là, de sortir une grosse formule là, de calcul intégral, de faire des intégrales compliquées. L'aire d'un trapèze, c'est quelque chose que vous avez déjà appris là, probablement au primaire. Une petite formule assez simple là, pour la calculer de manière formule géométrique. C'est la grande base plus la petite base. Tout ça multiplié par la hauteur de notre trapèze, divisé par 2. Okay? Donc si on l'écrit algébriquement, quoi ça correspond l'aire sous la courbe là, qui est ici. C'est ça, fait qu'on a grande base plus petite base fois hauteur sur 2. La grande base ici, là, ça mesure moins kxf. La petite base mesure moins kxi. Donc, grande base plus petite base fois la hauteur de notre trapèze. La hauteur de notre trapèze, ça va être la différence entre xf et xi. Ce serait xf moins xi qu'on trouve ici. Et tout ça, c'est divisé par 2. Donc, cette formule algébrique-là, c'est une façon de calculer l'aire sous la courbe de notre graphique là, de f en fonction de la position. Ça revient à calculer l'aire de ce trapèze-là. Okay. Si on joue un petit peu avec ça là, algébriquement, on a fait certaines manipulations algébriques. On a commencé d'abord par mettre moins k en évidence dans cette parenthèse-là, parce qu'on avait moins k fois xf, moins k fois xi. On a mis moins k en évidence, mise en évidence simple. Donc, moins k est sorti. C'est venu se combiner avec le 1/2. Donc, on retrouve là moins 1/2 k. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a? C'est les deux parenthèses. Xi moins xf. On n'a pas touché. Et ici, quand on a extrait le moins k, ben, il nous reste xf plus xi. Donc, on se retrouve avec ça ici. Si on regarde ça, c'est quoi? Xf moins xi multiplié par xf plus xi. Si on effectue vraiment là, la multiplication, ça va donner xf au carré plus xf xi moins xf xi, donc ça s'annule, et moins xi au carré. Donc, écrire ça ici, là, xf moins xi multiplié par xf plus xi, c'est exactement la même chose que d'écrire xf au carré moins xi au carré. C'est ce qu'on appelle une différence de carré parfait, un truc que vous avez peut-être déjà vu en mathématiques. Et une fois qu'on a ça, on peut, si on le souhaite, là, juste redistribuer notre moins 1/2k dans notre parenthèse. Et on va donc obtenir ces deux termes-là. Okay? Fait que si on ne s'est pas perdu, là, puis qu'on suit ce qu'on est en train de faire, c'est qu'on a dit que si on est capable de tracer un graphique de la force en fonction de la position, le travail que le ressort va avoir effectué quand le bloc va s'être déplacé d'une position XI à une position XF, ça correspond à l'aire sous la courbe, notre graphique de la force en fonction de la position, qui aussi correspond à l'aire de ce trapèze-là. Et quand on l'écrit après certaines manipulations algébriques, on voit que ça donne ça ici. Ça ici, c'est quoi? Ça correspond au travail qui est effectué par le ressort, et ça correspond à la différence de deux choses, hein, de deux termes algébriques. Et on constate que ce sont deux termes qui ont exactement la même forme. Hein. C'est 1/2 kxi au carré, puis un autre terme ici qui est 1/2 kxf carré. Donc algébriquement, c'est vraiment la même chose. C'est juste qu'il y a un terme qui est en fonction de la position initiale, xi, et un terme qui est en fonction de la position finale, xf. Donc cette chose-là, ce groupe de variables-là, ce truc algébrique-là, c'est ça qu'on définit comme étant l'énergie potentielle élastique d'un ressort. Okay? La position x dans notre construction algébrique, c'est la même chose que l'étirement. Okay? Parce que la position x, là, c'est juste la différence qu'il y avait
C'est juste la position là, par rapport à la position x égale à 0. Fait que le bloc, c'était à la position x égale à 2 mètres, mais ça veut dire qu'il était étiré de 2 mètres également. Donc dans notre construction algébrique, là, la position et l'étirement, c'est la même chose. Là. Fait qu'on voit que 1/2 kx au carré, c'est la même chose que 1/2 fois k fois l'étirement au carré. Donc c'est ça qu'on va appeler l'énergie potentielle du ressort. Ce que ça veut dire, c'est que le travail qui est fait par un ressort est tout simplement égal à la différence de son énergie potentielle. Donc si on est capable de calculer c'est quoi l'énergie potentielle du ressort à sa position initiale et l'énergie potentielle du ressort à sa position finale, si on fait la différence entre les deux, donc le terme URI moins URF, ça correspond directement au travail qui va avoir été effectué par notre ressort pendant que notre objet s'est déplacé de la position XI à la position XF. Okay? Donc la façon la plus générale de l'écrire, c'est de dire que l'énergie potentielle associée à un ressort, c'est égal à 1/2 fois la constante de rappel du ressort fois l'étirement du ressort au carré. Si on calcule ça, ce terme-là, ça va nous donner une valeur d'énergie. Hein, c'est de l'énergie potentielle. Donc, de l'énergie, ça se mesure toujours en joules. Donc, de l'énergie cinétique, c'est des joules. De l'énergie potentielle du ressort, c'est des joules. Puis, comme on verra à la prochaine section, le 3.3, l'énergie potentielle gravitationnelle, ce sont des joules aussi. Donc, toutes les formes d'énergie se mesurent en joules. Okay. Fait on va juste se familiariser un petit peu avec ce terme-là. Donc, 1/2 k fois A au carré, comme j'ai dit, ça correspond à l'énergie potentielle élastique d'un ressort idéal. C'est la formule, c'est comme la formule importante de la section 3.2. Ce qu'il faut comprendre, c'est quoi l'énergie potentielle? Qu'est-ce que ça représente? À quoi ça correspond? Ben, une façon de l'imaginer, c'est de vous dire que l'énergie potentielle, c'est comme une certaine énergie qui serait en réserve, qui serait emmagasinée, qui serait comme stockée à l'intérieur du ressort et qui peut être utilisée pour accomplir éventuellement un travail. Okay. Par exemple, si un ressort est comprimé ou étiré, on comprend que si on lâche ce ressort-là éventuellement, comme le ressort va vouloir revenir à sa longueur naturelle, peut-être qu'il va être capable de pousser sur un bloc ou de tirer sur un bloc de manière à essayer de le ramener à sa longueur naturelle. Fait que dès qu'un ressort est étiré ou comprimé, il possède une certaine énergie emmagasinée en réserve qui va peut-être pouvoir utiliser pour faire bouger un objet, pour lui donner de l'énergie cinétique, donc pour accomplir un certain travail là, sur un objet. On va faire, je vais vous poser quelques petites questions, ça va vous aider à vérifier là, si vous avez bien compris. Donc imaginez que vous avez cette situation-là. Donc, juste quelque chose d'assez simple. Un ressort là, qui est attaché là, à un mur et l'autre extrémité est attachée à un bloc. En ce moment, on suppose que le ressort est à sa longueur naturelle. Okay. Fait que dans cette situation-là, si je vous posais la question, quelle est l'énergie potentielle d'un ressort qui est à sa longueur naturelle? Fait que ce serait combien de joules, par exemple? Il y aurait combien de joules d'énergie potentielle dans ce ressort-là? Ben, la réponse, c'est il n'y en aura pas. Il y en aura 0. Okay. Pourquoi il y en aurait 0? Ben, soit on le voit avec la formule. Si on regarde la formule, ben, cette formule-là nous permet de calculer directement l'énergie potentielle du ressort. Fait qu'on voit que un ressort qui est à sa longueur naturelle, il n'est pas étiré, il n'est pas comprimé. Donc, son étirement est égal à 0. Si on remplace étirement égal à 0 dans cette formule-là, ben, évidemment, ça donne 0. Là. 1/2 fois k fois 0 carré, ça donne 0. Fait que mathématiquement ou algébriquement, on voit tout de suite qu'un ressort qui est à sa longueur naturelle, ça donne 0. Okay. Mais sinon, juste intuitivement, là, on comprend que si on a un ressort qui est à sa longueur naturelle, s'il n'est pas étiré et il n'est pas comprimé, si on prend ce système-là puis qu'on le lâche, qu'est-ce qui va se produire? Ben, il ne se produira rien. Le ressort ne va pas chercher à diriger vers la gauche ou vers la droite. Il est déjà à sa longueur naturelle. Il est déjà content comme ça, donc il ne va pas bouger. Il va rester là. Il ne se passera rien. En ce moment, là, un ressort qui est à sa longueur naturelle, il n'y a pas vraiment d'énergie qui est stockée à l'intérieur qui va pouvoir être utilisée pour accomplir un travail. Il va juste rien se passer, tout simplement. Okay. Par contre, si notre ressort est pas à sa longueur naturelle, donc s'il est étiré ou comprimé, là peut-être qu'il va avoir une certaine quantité d'énergie potentielle qui est associée à ça. Okay. Et là, si je vous demandais deux situations, situation A, situation B, c'est le même ressort, ok, c'est le même bloc, même masse, tout ça, c'est comme un copy-paste, c'est deux fois la même situation. La différence, bon, vous le voyez, c'est que dans la situation A, le ressort là, a été comprimé
d'un certain étirement. Sa longueur naturelle était ici. Fait que si le ressort était ni étiré ni comprimé, là, il mesurait une certaine longueur naturelle, là, de ici jusqu'à ici. Donc dans la situation A, le ressort a été comprimé, dans la situation B aussi, le ressort a été comprimé. Et là, si je vous demandais lequel des deux ressorts suivants possède le plus d'énergie potentielle. Est-ce que c'est le ressort dans la situation A ou le ressort dans la situation B? La réponse est assez simple, c'est effectivement le ressort dans la situation B qui contient plus d'énergie. Pourquoi? Parce que l'énergie potentielle du ressort, c'est 1/2 fois K fois l'étirement au carré. On voyait tout de suite que dans la situation B, évidemment, le ressort était plus comprimé, comprimé d'un étirement plus grand. Fait que s'il est plus comprimé, ben ça veut dire qu'évidemment le chiffre ici va être plus grand, puis en plus le E est au carré, donc ce ressort-là va posséder quand même pas mal plus d'énergie potentielle que celui-là. Et là, on commence à comprendre un petit peu qu'est-ce que ça veut dire. Oui, c'est sûr qu'algébriquement, on comprend là, que si le E est plus grand, ben évidemment, ça va faire une quantité d'énergie potentielle plus grande. Mais quand je disais ça ici, l'énergie en réserve qui est stockée à l'intérieur du ressort, qui peut être utilisée pour accomplir un travail, on comprend que si on place nos deux système comme ça, là, le système A et le système B. Puis là, on dit 1, 2, 3, go, on lâche ça, puis on regarde qu'est-ce qui va se produire. C'est sûr que quand on va lâcher les blocs comme ça, les ressorts, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont essayer de revenir à leur longueur naturelle. Donc, le ressort ici va exercer une certaine force vers la droite. Donc, il va pousser le bloc vers la droite. Il va donc accomplir un travail sur le bloc parce que en poussant le bloc, il va donner une certaine vitesse à notre bloc. Donc, quand on donne la vitesse à un objet, on lui donne de l'énergie cinétique. On fait augmenter son énergie cinétique. Donc, ça correspond à un certain travail qu'on fait sur notre bloc. Et ici, si le ressort était plus comprimé, ben, on le comprend là, intuitivement que quand on va le lâcher, là, ben, notre ressort ici il va pousser plus fort sur notre bloc parce qu'il est plus comprimé, il va exercer une force plus grande. Et quand le bloc va passer vis-à-vis de la position naturelle, là, ben, il va aller plus vite, le bloc, quand il va être ici, que dans cette situation-là, parce que comme le ressort était plus comprimé, il y avait une plus grande quantité d'énergie en réserve, il y a une plus grande quantité d'énergie emmagasinée ici dans la compression du ressort. Puis quand on va le lâcher, le ressort, il va donner plus d'énergie au bloc, il va faire un travail plus grand. Okay. Fait que c'est sûr qu'algébriquement, on peut le comprendre, mais c'est bon d'avoir aussi une certaine intuition, de comprendre là, juste qu'est-ce que ça veut dire l'énergie potentielle. Okay. C'est de l'énergie qui est emmagasinée, là, qui est comme stockée en réserve dans le ressort. Plus que le ressort a une grande énergie potentielle, plus que le ressort va être capable de faire quelque chose avec cette énergie-là, de la donner à un bloc, par exemple, pour le pousser, le faire aller plus rapidement. Ok, toujours dans la même idée. Une autre question. Donc, encore une fois, on compare deux situations, situation A, situation B. Là, je vous demande lequel des deux ressorts suivants possède le plus d'énergie potentielle. Est-ce que c'est le ressort numéro A ou le ressort numéro B? Souvent, il y a des gens qui disent « Ah, c'est le ressort numéro B qui possède plus d'énergie potentielle parce qu'il est plus étiré que le ressort A. » Peut-être que le dessin est un petit peu trompeur à cause de la position des blocs, là, mais si vous regardez bien attentivement l'étirement des ressorts, vous allez voir que l'étirement est exactement le même. Ce qui est important, c'est pas le bloc, c'est vraiment le ressort comme tel. Ben, si la longueur naturelle du ressort, c'était la distance qu'il y avait entre le mur et la petite ligne pointillée qui est ici, vous remarquez que dans le schéma numéro A, ce qui est arrivé ici, c'est que le ressort a été comprimé d'un certain étirement, que je vais appeler EA, et dans la situation B, le ressort a été étiré de la même quantité. La longueur de cette ligne-là, c'est exactement la même longueur que cette ligne-là. Comme je vous dis, peut-être que le dessin est un petit peu trompeur, parce que des fois, les gens, ils regardent comme l'extrémité droite du bloc, puis là, on dirait que l'extrémité droite du bloc ici était plus loin de la ligne pointillée que l'extrémité droite du bloc vert. Ici, ça, je suis d'accord avec vous. Mais dans la formule, c'est 1/2 fois K fois l'étirement au carré. C'est vraiment l'étirement du ressort. Il faut regarder vraiment là, la distance là, entre les deux extrémités du ressort. C'est ça qui va nous donner la longueur du ressort, qu'il soit étiré ou comprimé. Il faut vraiment se fier tout le temps à l'étirement du ressort comme tel. Fait qu'ici, les deux situations sont un petit peu différentes, dans le sens que dans la situation A, le bloc, ben le ressort a été comprimé d'une certaine distance, d'un certain étirement, alors que dans le numéro B, le ressort a été étiré de la même distance. Okay? C'est sûr que physiquement,
ce qui va se passer va être légèrement différent. Okay? Si on part de cette situation-là, puis qu'on lâche nos deux systèmes en même temps, qu'est-ce qui va arriver? Ben, le sens de la force sera pas le même. Hein? Ici, le ressort, comme il est comprimé, il va forcer vers la droite pour essayer de retrouver sa longueur naturelle. Donc, il va exercer une certaine force vers la droite. Alors que ici, comme le ressort est étiré, ben là, c'est le contraire. Il va exercer une certaine force vers la gauche. Donc, il va tirer le bloc vers la gauche pour essayer de le ramener là, à sa position naturelle. Mais si on regarde lequel des deux possède la plus grande quantité d'énergie potentielle, les deux avaient exactement la même quantité d'énergie potentielle, parce que dans la formule, l'étirement est mis au carré. Okay. Quand on a fait le chapitre 2, on avait vu que techniquement, là, quand on a un ressort qui est comprimé de manière algébrique, là, ça correspond à un étirement qui est négatif, alors que quand un ressort est étiré, ça correspond à un étirement qui est positif. Mais dans le contexte de l'énergie, ça ne change pas grand-chose, parce que de toute façon, l'énergie potentielle d'un ressort, c'est 1/2 fois K fois l'étirement au carré. Fait que votre étirement soit positif ou négatif, ça ne change pas grand-chose, parce que de toute façon, on le met au carré, puis un chiffre négatif au carré, ça donne la même chose qu'un chiffre positif au carré, donc c'est la même affaire. Fait que ce ressort-là, ici, il y a une certaine quantité d'énergie potentielle, donc un certain nombre de joules, et ce ressort-là a exactement la même quantité d'énergie potentielle. Okay. En passant, là, comme l'étirement est au carré, puis que la constante de rappel, tout le temps un chiffre qui est positif, vous remarquez que l'étirement, pas l'étirement, mais la quantité d'énergie potentielle d'un ressort, c'est nécessairement quelque chose qui est toujours positif. Okay? Ou zéro, là, dans le cas particulier où le ressort est vraiment à sa longueur naturelle, puis que l'étirement vaut zéro. Mais sinon, là, dès que vous avez un ressort qui est déformé, dès qu'il est étiré ou comprimé, peu importe, il va toujours avoir une certaine quantité d'énergie potentielle positive. Okay? Fait que l'énergie potentielle négative pour un ressort, c'est impossible. C'est tout le temps positif ou zéro quand il est à sa longueur naturelle, mais jamais négatif. Okay. Donc, si vous avez bien suivi ces trois petits exemples-là, vous avez déjà une bonne idée, un bon feeling là, de c'est quoi l'énergie potentielle d'un ressort. Puis dans la situation, dans la section 3.2, on va pas plus loin que ça pour l'instant. On va juste se concentrer, là, on va juste imaginer des problèmes avec des ressorts. Okay. Et ce qui va arriver, c'est que on va faire d'autres choses dans les prochaines sections. Là, dans la section 3.3, on va voir l'énergie potentielle gravitationnelle. Ça va se complexifier un petit peu. On va mettre plusieurs choses ensemble. On va rentrer le frottement aussi, là, et ce qu'on va appeler les forces non conservatives à la section 3.4. Mais pour l'instant, on va juste se concentrer sur des problèmes là, qui contiennent des ressorts. Et ce qu'on veut juste donner une espèce d'avant-goût du principe de conservation de l'énergie, qu'on verra vraiment là, de manière complète à la section 3.4. Donc on n'est pas encore rendu là, on a juste vu 3.1 puis 3.2. Mais ce qu'on peut dire pour l'instant, c'est que si vous avez un problème, comme ce sera le cas dans les exercices de la section 3.2, si vous avez un problème avec seulement un ressort qui effectue du travail dans votre problème, ce qui va arriver, c'est que si on regarde le théorème de l'énergie cinétique, qui dit que l'énergie cinétique finale égale l'énergie cinétique initiale, plus le travail total qui va être exercé sur notre objet, c'est sûr que le travail total, ça peut être une combinaison de plusieurs choses. Ça pourrait être le travail fait par une force de tension, plus le travail fait par une force de ressort, plus le travail fait par une force de gravité, plus le travail fait par une force de frottement. Il pourrait y avoir 3, 4, 5, 6 forces différentes qui font du travail sur notre bloc. Mais dans la section 3.2, on va se limiter uniquement à des situations où le travail total, c'est seulement le travail qui est exercé par un ressort. Puis comme on a vu tout à l'heure, on a vu que le travail qui est exercé par un ressort, ça correspond à ça ici. Puis algébriquement, ça correspond juste à l'énergie potentielle du ressort initial, moins l'énergie potentielle du ressort final. Donc, dans ce cas-là, si on a une situation où on a seulement un ressort qui fait du travail, le travail total qui va se faire dans notre problème, ça va être juste le travail exercé par le ressort. Le travail exercé par un ressort, on a vu que ça correspondait à URI moins URF. Donc, si on remplace là, le travail fait par le ressort par URI moins URF, on a ça comme équation. Le terme négatif ici, là, le moins URF, on peut le changer de côté de notre égalité puis le ramener positif. Donc, ce que ça nous donne comme équation, c'est que KF plus URF est égal à KI plus URI. Et ça ici, ça exprime justement là, ce qu'on appelle la conservation de l'énergie. C'est-à-dire que l'énergie totale dans un système bloc-ressort, c'est-à-dire la somme de l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle du ressort, c'est quelque chose qui va être conservé. Fait que l'énergie totale
de l'instant final, là, KF plus URF, va être égal à l'énergie totale à l'instant initial, KI plus URI. Okay. C'est ce qui est écrit ici. Donc la somme de l'énergie cinétique et de l'énergie potentielle du ressort est la même à l'instant initial qu'à l'instant final. Elle est donc conservée. Fait que si au départ, là, vous aviez, je sais pas, là, un total de 100 joules d'énergie, ben, si votre ressort se déplace, il va changer d'énergie cinétique, il va changer d'énergie potentielle, mais la somme va être conservée, fait que ça va être encore égal à 100 joules. Ça va toujours être égal à 100 joules, c'est juste que l'énergie va changer de forme, mais l'énergie va être conservée. Okay. Fait qu'on commence tranquillement à vous montrer justement une espèce d'avant-goût du principe de conservation de l'énergie. Ça va être beaucoup plus général que ça quand on va inclure la force de gravité, la force de frottement, un truc qu'on va appeler le travail non conservatif. Mais déjà, vous avez une petite idée de ce que ça représente. Okay. J'ai fait une petite animation là, sur mon site web que je vais vous montrer dans quelques instants. Je vais juste vous montrer comme ça, là, vous allez voir, c'est un système bloc ressort horizontal là, qui oscille, ça va bouger, vous allez voir les petites barres d'énergie ici qui vont monter. Puis on va se poser deux questions, on va regarder l'animation, je vais vous l'expliquer un petit peu, puis on va se demander, peut-être avant, vous pouvez déjà commencer à vous poser la question, là, quand je vais faire fonctionner l'animation comme ça, le ressort va se déplacer, là, le bloc va se déplacer de gauche à droite, le ressort va se comprimer, il va s'étirer, se comprimer, s'étirer de nouveau, ainsi de suite. On pourrait se demander où est-ce que l'énergie cinétique, où l'énergie cinétique est-elle maximale? Donc à quel endroit, à quel moment, là, à quel instant ou dans quelle configuration, dans quelle position est-ce que l'énergie cinétique de notre système va être maximale, donc la plus grande possible. Et deuxième chose qu'on va pouvoir constater, c'est où l'énergie potentielle est-elle maximale? Donc à quel endroit, à quel moment, à quel instant ou à quelle position, dans quelle configuration est-ce que l'énergie potentielle va être maximale? Donc, regardons l'animation que j'ai faite. Vous pouvez la retrouver sur mon site web. Là. Ça s'appelle Ben Énergie Ressort Horizontal. J'ai fait un hyperlien ici. Donc, si je clique là-dessus, ça va m'amener directement là, sur ma page web. Okay. Voilà. Donc, vous avez l'animation qui est ici. Il y a plusieurs choses à comprendre et à savoir dans cette animation-là. Mais si vous la comprenez comme il faut, je vais vous l'expliquer doucement. Si vous comprenez ça comme il faut, ben c'est vraiment ça qui ça va vraiment vous aider à comprendre le reste du chapitre 3. Ça va vraiment vous aider à comprendre juste qualitativement là, c'est quoi le principe de conservation de l'énergie. Donc, qu'est-ce qui se passe ici? Ben, l'animation, si vous voyez, c'est un système bloc-ressort. Donc, on a un bloc qui est accroché après un ressort et ça l'oscille. Le ressort se comprime, s'étire, se comprime, s'étire, se comprime, s'étire. J'ai dessiné ici là, en gris par les trois positions du bloc. C'est les trois positions un peu spéciales, un peu stratégiques. Là. Fait ici, vous voyez, c'est la position la plus à gauche que notre bloc atteint. Donc, c'est l'endroit où le ressort est le plus comprimé. La position complètement à droite ici, ben, c'est le contraire. C'est la position la plus à droite que notre bloc peut atteindre. Donc, c'est l'endroit où le ressort est le plus comprimé possible. Et la position centrale ici, c'est la position à laquelle notre ressort se trouve à sa longueur naturelle. Donc, quand le bloc se trouve ici, le ressort il n'est pas comprimé, il n'est pas étiré, il est à sa longueur naturelle. La petite flèche rouge bourgogne que vous voyez ici, c'est le vecteur vitesse. Donc ça vous montre là, en temps réel à quelle vitesse le bloc va se déplacer, dans quelle direction il va se déplacer. Donc vous remarquez par exemple que quand le ressort arrive à chacune des deux extrémités, la vitesse va devenir 0 pendant une certaine fraction de seconde. Si on l'arrête puis qu'on y va vraiment étape par étape, là, vous voyez que justement, il y a un certain instant où la vitesse de notre bloc est exactement égale à 0. C'est normal parce que comme le bloc oscille de gauche à droite, ben, si le bloc est en train d'aller vers la droite, puis après ça, quelques instants plus tard, il va vers la gauche, c'est sûr qu'il doit nécessairement avoir une fraction de seconde, un instant, là, où la vitesse est égale à 0. Fait que c'est vrai ici, c'est vrai ici également. Okay. Maintenant, si on regarde ça ici, qu'est-ce qu'on voit? On voit des espèces de petites barres d'énergie qui montent puis qui descendent. Okay. C'est une représentation que j'ai faite. Puis honnêtement, c'est comme ça que je voyais ça dans ma tête. Moi, quand j'étais étudiant, là, puis que mes profs me parlaient de ça, la conservation d'énergie, je me suis toujours imaginé ça un petit peu des espèces j'imaginais des espèces de batteries, des petites piles là, dans ma tête, là, et des petites barres d'énergie là, qui montaient puis qui descendaient. Ça m'est toujours resté un peu dans la tête comme image, puis c'est comme ça que j'ai compris là, probablement la conservation de l'énergie, puis je trouve ça assez intuitif, là. C'est pour ça que je l'ai fait comme ça, puis je vous le montre. C'est que c'est ça qu'on peut imaginer, hein, des petites barres d'énergie qui augmentent,
qui peuvent augmenter puis qui vont diminuer. Donc si on se concentre sur la première barre, la plus à gauche, ça c'est la petite barre qui correspond à l'énergie cinétique. L'énergie cinétique, on se rappelle, c'est une demi mv carré. Donc quand la vitesse de notre bloc est grande, l'énergie cinétique va être grande. Dans la situation ici, on remarque par exemple que quand on est à chacune des deux extrémités, la vitesse est 0, donc l'énergie cinétique aussi devient égale à 0. Donc quand on est là complètement à l'extrémité, il n'y a pas de vitesse. Donc s'il n'y a aucune vitesse, l'énergie cinétique est exactement égale à 0. C'est vrai quand on arrive aussi à l'autre extrémité. Donc ici, la vitesse est exactement égale à 0. Alors que quand on passe par la position centrale, ici, okay, c'est là que la vitesse est la plus grande possible. Donc là que l'énergie cinétique va être la plus grande possible. Donc, quand le bloc se déplace, la quantité d'énergie cinétique, elle augmente, elle diminue, elle augmente, elle diminue, elle augmente, elle diminue, parce que des fois le bloc est pas plus rapidement, il ralentit, il arrête plus rapidement, bon, et ainsi de suite. Et l'énergie potentielle du ressort, la colonne qui s'appelle UR, ben ça c'est ce qu'on vient de voir à la section 3.2. Donc l'énergie potentielle d'un ressort, c'est 1/2 fois K fois l'étirement au carré. Donc on comprend par exemple que quand le ressort est à sa longueur naturelle, ici, il n'est pas étiré, il n'est pas comprimé, donc son étirement c'est égal à 0. Si son étirement c'est égal à 0, ça veut donc dire que l'énergie potentielle est égale à 0. Alors que quand le ressort se trouve à chacune de ces deux extrémités, donc soit la position la plus étirée ou la position la plus comprimée, c'est à ces instants-là que l'étirement va être le plus grand possible. Donc si l'étirement est le plus grand possible, l'énergie potentielle du ressort, 1/2 carré, ça va être le plus grand possible aussi. Okay. Puis ce qui est intéressant, c'est que si vous regardez les deux colonnes, la colonne de l'énergie cinétique et la colonne de l'énergie potentielle, les deux colonnes varient. Okay. On pourrait penser qu'ils varient juste aléatoirement là, ou indépendamment l'une de l'autre, mais c'est pas le cas. Si vous regardez comme il faut, là, vous remarquez que dès qu'il y a une colonne qui est en train de monter, au même moment, l'autre colonne va être en train de diminuer. Fait que si, par exemple, la colonne de l'énergie cinétique est en train d'augmenter, au même moment, la colonne de l'énergie potentielle va être en train de diminuer, hein, et inversement. Pourquoi ça fait ça? Parce que l'énergie dans notre système ici, là, c'est juste une transformation de l'énergie. C'est soit de l'énergie cinétique qui se transforme en énergie potentielle, ou de l'énergie potentielle qui se transforme en énergie cinétique, et vice-versa. Vous verrez jamais les deux colonnes augmenter en même temps ou diminuer en même temps, parce que si les deux colonnes augmentent en même temps, ça signifierait que l'énergie totale du système serait en train d'augmenter. Ça n'arrive pas. Hein? L'énergie totale du système, vous la voyez ici, c'est la troisième colonne que j'ai appelée E. E, on va appeler ça plus tard l'énergie totale, on verra ça dans les prochaines sections. Mais vous voyez, c'est toujours la somme des deux colonnes. Si je l'arrête à un instant quelconque, là, vous voyez, ben cette colonne-là, c'est juste l'énergie cinétique, là, la barre d'énergie cinétique qui était haute comme ça, au-dessus duquel je viens placer la colonne de l'énergie potentielle, puis la somme des deux, ça donne une certaine valeur qui est constante. Okay. Fait qu'à n'importe quel moment là, dans la simulation, c'est sûr que la valeur de l'énergie cinétique change, la valeur de l'énergie potentielle change, mais la somme des deux, l'énergie totale du système, est toujours la même. Donc si on voulait mettre des chiffres là-dessus, on pourrait imaginer que l'énergie totale, c'est 100 joules, par exemple. Okay. Fait que ça se peut qu'à un certain instant, vous ayez, je sais pas, vous ayez, mettons, 90 joules d'énergie cinétique, puis 10 joules d'énergie potentielle. La somme des deux, ça donne 100 joules. Ça se peut qu'à un autre moment, ce soit pas mal le contraire. Mettons 10 joules d'énergie cinétique, puis 90 joules d'énergie potentielle, mais la somme va être égale à 100 pareil. Donc la somme est toujours la même. C'est pour ça qu'on dit que l'énergie est conservée. Okay? L'énergie totale du système, elle a une certaine valeur, puis la somme, l'énergie totale, elle est toujours conservée. Okay? Avec les petites barres, je trouve qu'on le voit super bien. Okay? Ça donne l'idée que l'énergie fait juste se transformer là, sous forme cinétique et sous forme potentielle. Il y a des gens qui préfèrent voir ça sous forme de graphique. Okay? J'avais fait une visualisation graphique aussi. Donc on pourrait tracer par exemple un graphique de l'énergie cinétique en fonction du temps. Donc c'est quelque chose qui va augmenter, diminuer, c'est la barre en Bourgogne que vous voyez ici. Et on pourrait faire la même chose pour l'énergie potentielle du ressort. Donc ça va encore une fois là, augmenter, diminuer. Mais vous voyez que les deux sont exactement inversés. Donc, au moment où, par exemple, l'énergie cinétique atteint son maximum, ben, nécessairement, au même moment, l'énergie potentielle passe par un minimum. Et
la ligne ici, la ligne droite, ça, ce serait la ligne de l'énergie totale en fonction du temps. Puis vous voyez que l'énergie totale en fonction du temps, c'est quelque chose qui a toujours la même valeur, c'est quelque chose qui est conservé. Okay. En tout cas, j'ai passé beaucoup de temps là, à vous expliquer cette animation-là parce que ça vaut la peine, parce que vraiment, c'est... si vous comprenez cette animation-là, puis vous comprenez là, que bon, quand le bloc ici se déplace, l'énergie cinétique change, l'énergie potentielle va changer, mais que c'est vraiment juste un échange. C'est de l'énergie qui se transforme d'une forme à l'autre. Fait que des fois, c'est de l'énergie cinétique qui se transforme en énergie potentielle. Plus tard, cette énergie potentielle-là va se retransformer en énergie cinétique. Fait que l'énergie se transforme toujours d'une forme à l'autre. Okay? Mais l'énergie totale est conservée. Okay? Voilà. Fait que c'est, en tout cas, vous pourrez aller la consulter, cette animation-là. Elle est sur mon site web. Fait que si on revient à notre PowerPoint. Voilà, fait qu'en fait, j'ai pratiquement fini là, la section 3.2 avec vous. Seule chose que je voulais juste vous attirer votre attention avant de terminer, c'est que dans les exercices suggérés à faire dans cette section-là, on va vous parler des fois là, vous allez rencontrer le mot la compression maximale du ressort. Comme dans l'exercice 3.2.6, on va vous demander au numéro C, c'est quoi la vitesse lorsque lorsque la compression du ressort est maximale. Dans l'exercice 3.7, ici, on va vous parler, c'est quoi la compression maximale du ressort. Des fois, il y a des gens qui ne savent pas trop qu'est-ce que ça veut dire. C'est quoi ça, la compression maximale du ressort? Ben, la compression maximale du ressort, c'est tout simplement l'endroit, ce serait ici, dans le fond. C'est tout simplement l'endroit pendant l'oscillation où le ressort va être le plus comprimé possible. C'est ça qu'on appelle la compression maximale du ressort. Ce qu'il y a d'un peu particulier dans la compression maximale du ressort, c'est que à cet endroit-là, la vitesse est égale à 0, parce que le ressort est le bloc est en train de changer le côté de vitesse. Là. Avant, il allait, mettons, vers la gauche, là, il va aller vers la droite. Donc, il faut qu'il passe par un endroit où la vitesse est égale à 0. Donc, quand on est à la compression maximale du ressort, la vitesse est égale à 0, l'énergie potentielle est maximum, parce que c'est là que le ressort est le plus comprimé possible, c'est là que son étirement est le plus grand, donc c'est là que son énergie potentielle est la plus grande aussi. On aurait pu vous parler aussi de l'étirement maximal du ressort. L'étirement maximal du ressort, c'est l'équivalent, mais de l'autre côté, c'est quand le ressort est le plus étiré possible. Fait qu'encore une fois, il y aurait une vitesse égale à 0, l'énergie cinétique égale à 0, puis comme son étirement est maximal, ben c'est son énergie potentielle maximale. Okay. Donc, c'est ça. Fait que si vous rencontrez ce terme-là dans les exercices, si on vous demande de calculer la compression maximale du ressort, ou c'est quoi la vitesse lorsque la compression du ressort est maximale, ben, vous savez ce que ça veut dire, la compression maximale. C'est juste l'endroit où le ressort va être le plus comprimé possible. Okay. Donc voilà pour la section 3.2. Je vais arrêter la vidéo ici parce que je vais faire ensuite de ça un exercice résolu dans une prochaine vidéo. Mais voilà, fait que ça complète ce que je voulais dire pour la section 3.2. Donc suivez-moi pour les prochaines vidéos. Au revoir, à la prochaine.